Ça y est. Alors d'abord, je vous remercie d'être venu parce que c'est un sujet qui semble un peu compliqué et qui en fait est très simple. Donc vous avez eu raison. Ensuite, je dédie ce travail que j'ai fait à ma vieille complice de la section théâtre que nous avons animée ensemble et qui s'appelait Françoise d'Orgambide du Théâtre du Versant, décédée il y a 3 ans. Et il y a 3 ans, jour pour jour, nous lui rendions hommage au Théâtre du Versant. Voilà. Donc c'est par rapport à notre vieille complicité, parce que pendant 25 ans, toutes les semaines, on faisait travailler les élèves, quoi. Et ils adoraient ça. Après, il fallait nous supporter parce qu'on avait un peu de caractère, un peu trempé, on va dire. Je vais vous lire un texte pour commencer. Ce texte, c'est pas moi qui l'ai écrit. Après, la suite, oui. Mais donc, vous verrez la différence. Quand même. Alors, à 9h du soir, les rues étaient désertes. Chacun passait ses soirées au coin du feu. Nous n'avions d'autre spectacle que les ombres chinoises, les marionnettes, les acrobates et les combats d'ours et de chiens. Quand de pauvres acteurs mal inspirés s'aventuraient chez nous, nous les laissions mourir de faim, nous les réduisions à doubler leurs habits comme le comédien de Gil Blas avec des affiches de spectacle. Je conviens que notre salle de spectacle se dérobe désagréablement sous d'obscurs arceaux, qu'elle est petite, incommode, affreuse. Mais n'est-il pas reconnu que le nombre de personnes qui suivent le théâtre est trop restreint pour que nous puissions conserver une troupe d'acteurs pendant toute l'année ? Toute petite qu'est cette salle, ne suffit-elle pas pour contenir tous les spectateurs ? Mais dira-t-on, si nous avions un théâtre plus vaste, on pourrait y faire de nombreuses divisions, y créer des places à tous les prix, alors tout le monde prendrait goût au spectacle, tout le monde en contracterait l'habitude, et une troupe d'acteurs nous serait constamment nécessaire. Serait-ce un bien ? La fréquentation du théâtre augmente beaucoup le luxe. Chacun s'y donne plus ou moins en spectacle, les acteurs pendant les pièces, les spectateurs pendant les entr'actes. Ainsi dit Marcel Barthes, avocat et homme politique de Pau en 1840, dans la revue béarnaise. C'est du théâtre Flamichon de la place Gramont que Charles Lecoeur a photographié ici vers 1850 qu'il parle. Marcel Barthes critique a priori ce local comme beaucoup d'autres Palois. 80 ans avant, il faisait à propos d'une autre salle, un théâtre en bois, le théâtre de la rue Saint-Louis. C'est qu'accessoirement, le théâtre est chaque fois construit pour les acteurs, mais plus pour la société qui le fréquente. Pourtant, le théâtre à l'italienne de la place Gramont correspond à la demande des philosophes des Lumières, soucieux de rompre avec ce théâtre de la parole qu'incarnait la salle de la rue Saint-Louis, c'est-à-dire un théâtre à la française. Alors, théâtre à la française contre théâtre à l'italienne. Le royaume de France, à partir des années 1750, s'interroge et répond. Les salles provisoires à la française sont démodées, place aux salles à l'italienne, Voltaire et Diderot sont passés par là. À Pau, au même moment, les Palois s'interrogent et répondent. Alors, la bibliographie, je vous renseigne si vous le souhaitez à la fin, mais disons qu'il y a essentiellement des œuvres déjà faites dans les années 1950, 1960, on va en reparler, et une œuvre qui a été, un travail qui a été fait par Christian Desplat notamment. Donc, je tiens cette bibliographie à votre disposition. Alors, jusqu'en 1786, à Pau, le théâtre est à la française. Alors, voici donc ici, je vais vous faire un cadeau, je vais vous la montrer de plus près, cette image. Et voilà, la photo date de 1850, vous voyez qu'il y a écrit théâtre, ici,
hein, au-dessus de la pharmacie. Et c'est ce théâtre qui est critiqué par Marcel Barthes. Voilà. Le théâtre de Saint-Louis, eh bien, enfin le théâtre actuel de la mairie de Pau, eh bien, est un théâtre qui date plutôt de 1800, on va dire entre 50 et 60. Voilà. Ce qui veut dire que ce théâtre-là, si décrié, a fonctionné jusqu'en 1850-60. Hein. Donc ce ne sont pas des salles provisoires, ce sont des salles qui ont duré, puisqu'aucune salle actuellement n'a pu durer, parce que même si on compte l'interruption de fonctionnement de la salle du Théâtre Saint-Louis, qui a duré, une interruption qui a duré de 68 à 82 ou 3, je crois. 1900. Alors, le théâtre est à la française jusqu'en 1786. Ici, c'est justement pas ça, c'est du théâtre à l'italienne. Le monde, donc, on commence par une petite rétrospective pour remettre les idées en place. Alors, la notion de base, c'est le monde est un théâtre et le monde est au théâtre. Voilà, c'est une métaphore baroque que l'on retrouve souvent chez Shakespeare. Hein, Shakespeare, époque d'Henri IV, hein, à peu près de cette époque-là. L'ancien régime du théâtre français se sent un peu à l'étroit dans les limites traditionnelles de la chronologie. Il prend donc ses aises. Au départ, le roi de France en 1402, on ne se souvient plus du roi de France, mais on se souvient de 1402, accorde le prix, enfin pas nous, mais eux, accorde le privilège à des bourgeois, des commerçants, des entrepreneurs de spectacles à Paris, qu'on appelle les confrères de la Passion. C'est les fameux confrères de la Passion. Alors, le roi de France accorde ce privilège de l'exclusivité des spectacles appelés Mystères et Passions, et jusqu'en 1548. Hein, donc, vous voyez, 1548, c'est avant les guerres de religion. La confrérie se rapproche alors d'autres entrepreneurs de spectacles spécialisés en farce, en bal, en moralité, en sautilles, pour construire un premier théâtre sur le modèle des Jeux de Paume. C'est le fameux Hôtel de Bourgogne. Le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne est un théâtre inspiré par les Jeux de Paume, le Rayalaï, quoi, qui reste ouvert pendant 235 ans. Le théâtre à la française est né. Vers 1636, Pierre Corneille, n'ayez pas peur de ces mots, mais il a existé. Pierre Corneille, le fameux auteur du Cid, c'est l'ami du cardinal de Richelieu. Vous savez, le Louis XIII, les Trois Mousquetaires, tout ça. Le cardinal de Richelieu est lui-même, sans qu'on ait peu, il est dramaturge également. Il nous présente ce que le théâtre à son époque, ce qu'est le théâtre à son époque, dans une œuvre qui s'appelle l'illusion comique. Alors, dans l'illusion comique, il y a le sorcier, le magicien du théâtre dans le théâtre, qui s'appelle Alcandre, et qui dit du théâtre à l'époque, donc, des années 1636. À présent, le théâtre est en un point si haut que chacun l'idolâtre. Les délices du peuple et le plaisir des grands, parmi leurs passe-temps, il tient les premiers rangs. Le théâtre est un fief dont les rentes sont bonnes. Et votre fils rencontre, il s'adresse au vieillard qui a chassé son fils parce qu'il faisait du théâtre. Et votre fils rencontre en un métier si doux plus de bien et d'honneur qu'il n'eût trouvé chez nous. Chez vous, pardon, c'est le contraire, chez vous. Le théâtre connaît donc un grand succès et rapporte des sous. Nous sommes assez loin des saltimbanques poulieux, comme peuvent le présenter Scarron, voire au XIXe siècle Théophile Gautier, même si peut-être ils ont existé. Et puis à la même époque, un certain abbé, qui s'appelle l'abbé d'Aubignac. Alors l'abbé d'Aubignac, il est médiocre dramaturge, parce que tout le monde fait du théâtre à l'époque, on adore ça, dès qu'on sait écrire, on fait du théâtre. Mais lui, c'est pas très très bon, par contre c'est un excellent théoricien, et tellement bon qu'il est... D'abord, il n'aime pas Corneille, parce qu'il trouve qu'il va n'importe où avec son illusion comique, etc. Et il répond à l'illusion comique par la fameuse règle des 3 unités, pour encadrer les histoires échevelées et les illusions d'un autre temps. Alors, il dit ça. Une pièce doit raconter donc une même histoire dans un même lieu en une même journée.
C'est la fameuse règle des 3 unités. Sinon, on ne comprend rien. Vive le théâtre classique, dit-on, pour réjouir les comédiens du roi et autres théâtres français ou comédies françaises créées en 1680. Donc en fait, on s'appuie à fond sur cette période qui donne naissance à véritablement ce qu'on appelle le théâtre à la française, en fait. Théâtre à la française qui s'inspire des salles du jeu de paume, et ensuite, eh bien, la règle des 3 unités, que l'on conserve ou que l'on ne respecte pas. Alors, sauf que Corneille, par exemple, Corneille avec son Cid, Molière avec tout ce qu'il a fait, y compris l'impromptu de Versailles, Racine avec la virtuosité des Alexandrins, ne propose jamais davantage qu'une même façon de théâtre, y compris jusqu'à Marivaux, dans Les acteurs de bonne foi, 100 ans après Corneille, et joué dans le salon privé de Mademoiselle Quinault, cadette, lors d'un lazzi. Un lazzi, c'est une sauterie. Enfin, une sauterie, j'en sais rien. Mais l'heure sonne déjà pour Voltaire et Diderot parce que la révolution des Lumières est en marche. Le théâtre à la française traverse toute la période dont nous venons de parler, depuis le XVIe siècle jusqu'à la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il repose sur la déclamation de l'acteur, sa façon de dire ce qu'on appelle son poème et non pas son texte, sans aucune interprétation réaliste. L'acteur est désigné par un costume et un maquillage conventionnel qui l'identifie immédiatement. Le théâtre à la française ne propose pas d'illusions, entre guillemets, véristes. Le comédien se produit dans des salles de théâtre caractéristiques. Les spectateurs sont davantage auditeurs que publics. Le mot n'est pas employé à l'époque, on ne dit pas un public. Et du reste, comment pourrait-il en être autrement ? De fumantes chandelles de suif, c'est la graisse de cochon, donc ça pue en plus, qu'il faut émoucheter tous les 3 quarts d'heure, tiennent place de lumière. Le lieu dans lequel on a dressé le théâtre, c'est-à-dire le plateau, la scène, on appelle aussi l'échafaud d'ailleurs, on dresse aussi l'échafaud, voilà. C'est une adaptation des salles du jeu de paume qui était un sport national au XVIe siècle et au XVIIe. Après, ça s'est un peu atténué et puis on a vu quand même qu'au château de Versailles, le serment du jeu de paume en 1789, il s'est bien fait quelque part. Aujourd'hui, pour se rendre compte de ce qu'était la salle de théâtre à la française, il suffit de se rendre donc dans le Rayalay de Pau, un trinquet tout simplement, une église basque avec ses galeries, et la référence c'est vraiment l'église de Saint-Jean-de-Luz, avec les étages de galeries qui courent le long des murs et le plateau, c'est-à-dire la hauteur de l'autel, qui on se dit mais pourquoi c'est si haut avec des petits escaliers, etc. Voilà, ou simplement la salle du jeu de paume de Pau qui existe depuis 1880 ou 40 ou 80, je ne sais plus, au Parc Beaumont. Donc, vous prenez ce genre de salle, mais au lieu d'avoir la lumière, vous éteignez toutes les lumières, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas à l'époque, et vous mettez quelques chandelles fumantes là, un rang de chandelles fumantes devant, et voilà. Et voilà. Puis là, vous avez le théâtre à la française, c'est clair. Il en va à peu près de même partout, partout en France. Surtout pour le spectateur de théâtre, qui pendant la période, cette période-là, devient la figure majeure de ce qu'on appelle le grand art. Alors, c'est le spectateur de théâtre qui est l'objet de toutes les préoccupations à l'époque. Le spectateur de théâtre apparaît au XVIIe et XVIIIe siècle comme l'élément indispensable de la représentation. Aujourd'hui, cela nous semble évident. Pourtant, au siècle précédent, ce n'était pas le cas. L'essentiel était alors d'être présent au moment d'une représentation et de participer comme lors de spectacles dans l'église ou spectacle de l'église. Exemple, spectacle dans l'église, l'adoration des mages en période de Noël. Donc là, il y a quelque chose qui s'anime. Et puis, le théâtre de l'église, les fameux mystères dits médiévaux, mais en fait, c'est surtout 15e siècle, 14-15e siècle. Ces mystères-là, quand on dit que ça pouvait durer 2-3 jours, 4 jours, non, ça dure 2-3 jours, 4 jours,
pour les gens qui participent, parce qu'ils refont ou alors ils augmentent, mais on a à peu près 200 ou 300 personnes sur scène, ça veut dire que c'est tout le monde. L'intérêt n'est pas de voir, c'est pas d'être public, l'intérêt c'est d'y être, parce que on accomplit là, à la fois sous l'œil de Dieu, un acte social. Là, en effet, sous l'œil de Dieu, le monde entier devient théâtre. Et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs, en fait. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la pratique du théâtre de salon et de corporation, parce que les corporations font aussi des fêtes dans lesquelles ils montent un plateau, ils montent un théâtre, perpétue cette forme où le spectateur n'est pas l'objet de la préoccupation principale. Chez l'élite urbaine d'abord et rurale par transfert, on se donne au théâtre. On en fait entre soi. Marivaux le montre dans Les acteurs de bonne foi. Au début du XVIIIe siècle, le château de Pau, par exemple, est le cadre d'un ballet allégorique de gentilshommes et dames, non professionnels, mais amateurs d'exhibitions poético-élitistes, comme le furent avant eux Marguerite d'Angoulême ou Jeanne d'Albret, dont les ordonnances ecclésiastiques de 1571 avaient interdit pourtant la pratique populaire du théâtre en Béarn. Voici pourquoi la différence entre le théâtre amateur et le théâtre professionnel est à considérer également de manière fondamentale. Voyons à quoi ressemble Pau au XVIIIe siècle. Ça nous fera du bien. Alors, il faut que je le retrouve. Il est par là. Peut-être est-il en bas. Peut-être pas. Le voilà. Alors, il s'agit ici d'une perspective de la vue de Pau du côté du Gave. C'est un étudiant palois du XVIIIe siècle qui devait se tremper les pieds dans le Gave et qui a fait ça sur son cahier d'études. Bon, l'archive, je crois, était de l'archive départementale. C'est ça. Alors, on a donc le château de Pau qu'on reconnaît. On dirait un peu du bout. Les dessins de Dubout. Et vous avez ici le collège royal, c'est-à-dire le lycée Louis Barthou. Et donc là, on a la petite église Saint-Martin et on a le gros couvent des Capucins, qui existe toujours, mais il est planqué par un magasin de vêtements pour hommes de luxe. D'hommes de luxe. Et le vêtement aussi. Et alors, nous, ce qui nous intéresse ici pour parler du premier théâtre de Pau, c'est ici, dans ce coin-là. Ce coin-là, c'est ce qui va devenir la place royale. Déjà, à l'époque, c'est la place royale. Mais elle est fermée par des constructions. Et donc, depuis le bord du Gave, on ne voit rien. Vous remarquerez la quantité de vignes. C'est pas dollars, là. C'est la vigne qui colonise les pentes de ce qui peut s'appeler aujourd'hui le bois Louis, par exemple. Alors, le spectateur de théâtre à Pau, le spectateur qui vient entendre le théâtre professionnel au XVIIe et XVIIIe siècle se révèle toujours indirectement par le prix des places pratiquées dans les lieux de théâtre, par les autorisations et les servitudes des autorités de la jurade ou les rapports de police. Par exemple, vous-même, quand vous allez venir ici, quelle est la trace que vous allez laisser, à part votre numéro de téléphone, bien sûr, votre prénom, mais autrement, quelle est la trace? Rien, il n'y a pas. Donc, ça veut dire que ces gens, à l'époque, il n'y a pas. Sauf tout simplement qu'on connaît le prix des places. La société d'Ancien Régime, alors là, il faut comprendre pour voir la hiérarchie de ce qu'on paie, le prix. La société d'Ancien Régime est fondée sur les 3 ordres, on le sait. Le clergé, la noblesse et le tiers-état. Chaque ordre est subdivisé, mais rarement poreux. On ne peut accéder à l'un ou à l'autre qu'exceptionnellement. Ainsi, le service royal est-il entre les mains des 2 premiers ordres. Le tiers-état demeure la multitude de ce que déjà au Moyen-Âge on appelait les laboratores, que mes élèves de seconde appelaient le bas peuple. La société d'ordre se lie dans tous les lieux publics, religieux, à l'église, où chacun a sa place et on montre bien quand même qui on est par la place que l'on occupe dans l'église, et dans la salle de théâtre. La salle de théâtre reflète les enjeux sociétaux. Chacun doit s'y montrer dans sa propre condition.
La monstration de soi dans son corps de naissance fonde cette société-là. Le spectateur de théâtre l'est donc doublement. D'abord, il se montre au théâtre, ensuite, il vient entendre, voir du théâtre. Toute personne du temps se doit et veut assister au rituel du théâtre. On va changer d'image et on va aller se balader un petit peu dans des trucs un peu compliqués, mais qui ne sont pas très compliqués. Le théâtre Saint-Louis. Et voilà. Alors, on regarde ce qui est en haut. Alors, et ce qui est en bas. Ce qui est en bas, on va l'étudier après. Alors, il s'agit ici d'un document exceptionnel qui se trouve aux archives départementales Pyrénées-Atlantiques, qui représente un projet de théâtre Saint-Louis, dont on va parler maintenant de théâtre typique à la française. Alors, je parlais, là, vous voyez, on a, ça correspond. Voilà. Ensuite, vous avez le sol. Donc, on a le parterre, ce qu'on appelle le parterre, ici, là, le parterre là. Là, on a une fermeture. Ici, on va avoir l'orchestre, ce qu'on va appeler l'orchestre. Et vous voyez que ce sont des places qui sont toujours inclinées. Et d'ailleurs, il faut 3 marches pour accéder à ces places. Et ensuite, vous avez là, ce qu'on appelle la pente du théâtre qui monte à l'envers. Mais le théâtre commence ici, c'est-à-dire à peu près au niveau des premières loges, et arrive donc au niveau des premières loges. Donc, vous avez ici les premières loges et les secondes loges, et ensuite le parterre. Voici le parterre, voici les secondes loges ou les premières loges, et voici l'orchestre. Voici donc ce qu'on appelle le théâtre. Alors, les places les plus chères sont bien sûr sur le théâtre. On installe des petites banquettes là. Là, c'est très chic, voilà. Et on paie très cher. On paie très cher. Alors, pourquoi on paie très cher? Parce que, alors, il faut dire que ce sont ces places sur le théâtre. Alors ça, c'est une pratique lucrative qui a été initiée lors de la première représentation du Cid. Il y avait tellement de monde, bon, là, le contexte politique était un peu particulier, parce qu'il y avait des Espagnols qui envahissaient, tout ça, on voulait voir ce qu'il en avait fait, des Espagnols dans le Cid, tout ça. Et en 1637, donc, ça a été initié, et puis ensuite, ça a été supprimé en 1759. La pratique des banquettes sur le théâtre a duré 122 ans. Donc, ça veut dire que ça rapportait beaucoup. Chaque place, à Pau, on a donc le prix des places. Chaque place de banquette coûte 30 sols. À Paris, le double. Voilà. Alors, voici 10 sols. C'est-à-dire une livre tournoi. Voilà. Eh bien, il en fallait 3, c'est en argent, il en fallait 3 pour assister à la représentation. Ça représente combien de SMIC? Non, on va le voir, j'ai fait des comparaisons avec les prix les salaires. Oui. Alors, le double à Paris. Alors, la question, c'est qui pose son derrière sur des banquettes aussi en vue. Alors, ce n'est pas forcément les grands. Et ce n'est pas forcément les puissants seigneurs qui bénéficient des loges réservées, qui payent. Ils sont réservés, mais ils les paient. Bien sûr, c'est comme les bancs à l'église. C'est réservé parce qu'on le paie. Et ailleurs, mais probablement quelques parvenus qui se donnent des airs, voire en effet des seigneurs qui cherchent à se faire remarquer l'épée à la ceinture. Ce qui caractérise la noblesse, c'est on montre qu'on a son épée. Vous comprendrez pourquoi aisément, au parterre, la police interdit le port des épées. Pour 20 sols, soit 2 livres. Les premières et les secondes loges sont ouvertes. Voilà. Vous vous installez là pour 20 sols. Les premières loges qui courent le long des murs du petit théâtre Saint-Louis, sous les secondes loges en haut, vers ce qu'on appelle le ciel. Ça s'appelle le ciel. Ils reçoivent la meilleure société, société de robe ou société d'épée.
Celle-ci se montre entre famille et clan, donc on ne va pas tout seul au théâtre. Les loges les plus proches du théâtre, de la scène, donc ici par exemple celle-là, eh bien, reçoivent une douzaine de personnes. Les normes de sécurité n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, je précise. Les autres peuvent en accueillir 8. À Paris, il faut une livre de plus pour en bénéficier, soit 10 sols. Enfin viennent les places les moins chères. Ici. Et ici. Les plus nombreuses. On assiste debout à la séance. Elle se situe au parterre et elle coûte 12 sols. À peine moins qu'à Paris, 15 sols. Il n'y a pas d'amphithéâtre au Petit Théâtre Saint-Louis. On le verra tout à l'heure, ça c'est un projet. Bon. L'amphithéâtre caractérise pourtant le théâtre à la française. Il faut attendre quelques années dans la cité béarnaise pour imaginer installer ce balcon suspendu d'une 50aine de places. Pour avoir une idée, on va dans une église et on regarde, une vieille église, et on regarde en fond d'église, et on a des balcons de bois, avec parfois des bancs de bois qui sont étagés. C'est comme ça qu'étaient constitués les amphithéâtres dans ces théâtres-là. Campo reçoit la tournée des grandes marionnettes de la Foire Saint-Germain. Ils ont reçu ça. Il fallait compter 12 et 6 sols dans un autre théâtre qui s'appelle la salle du Sénéchal de l'Hôtel de Ville. On va en reparler tout à l'heure. Dans le même temps, le salaire d'un manœuvre du bâtiment à Pau s'élève à 7 sols par jour. Alors 7 sols, voilà des sols. Voilà, c'est des sols, ça, de l'époque. Voilà, là je n'en ai que 5. C'est même pas le salaire d'un ouvrier par jour. Il en faut 2 autres. Donc, c'est 7 sols par jour, mais en 1717. Puis, il touche 20 sols en 1789. Donc, on voit que pendant le XVIIIe siècle, les prix ont augmenté. Tous les prix, même les prix de nourriture, bien sûr. Un maçon, donc, en 1789, touche 24 sols. Il y a des billets de faveur qui sont distribués en loge aux gens de qualité, comme les jurats, comme le gouverneur du château, etc. Et depuis 1687, la jurade de Pau offre au parterre, aux étudiants escoliers, des faveurs. On appelait ça les escoliers. Il fallait beaucoup de police pour que ça se calme. Les règlements de police précisent que les policiers sont convoqués pour surveiller le parterre. Ce sont en effet les magistrats municipaux qui sont les responsables du bon déroulement des séances, de la surveillance, de la sécurité des personnels de théâtre, de la tenue des spectateurs contre ce que l'on appelait les tapageurs de théâtre. Les gens qui venaient chaque fois pour tapager. Il est vrai que les moucheteurs de chandelles, qui étaient souvent l'objet de risées et de moqueries. En général, sur une pièce de 3 actes, ils venaient 3 fois ou 4 fois, et donc les gens s'en donnaient à cœur joie dès qu'on le voyait arriver pour émoucheter ces chandelles. Émoucheter les chandelles, ça veut dire supprimer la partie de la chandelle qui a brûlé et qui, quand elle continue de brûler, dégage de la fumée et par conséquent empêche, la fumée stagne dans la salle et donc on empêche beaucoup de choses. Les épées également, semble-t-il, sont interdites au parterre. Alors, on va voir maintenant, par exemple, des gens du... On va le voir après ceci. À quoi ressemblait, par exemple, une comédienne vers 1750. Voilà, c'est une comédienne vers 1750. Vous remarquerez surtout le visage, en plus du reste. Mais le visage est très marqué, céruse pour le masque et pommettes, yeux et bouche rouges. Alors, les gens de comédie à cette époque-là, ce sont tous des professionnels, et professionnels autorisés. C'est donc la professionnalisation qui distingue le comédien de l'Ancien Régime de son ancêtre médiéval. Le comédien est relativement éloigné de l'Église,
Bon, l'excommunication des comédiens, c'est à nuancer quand même selon les lieux. Au XVIIe siècle, plus sûrement qu'au XVIIIe. Enfin, le comédien est strictement l'objet de surveillance. Il est au service, ah oui, n'oublions pas qu'il est au service de la propagande royale. Il est aux premières loges, il donne des textes, c'est lui qui doit obligatoirement vanter les mérites du patron. Bon, ça n'a pas changé beaucoup, si on regarde bien. Alors il tient un rôle social, un rôle social moralisateur, bien sûr. Ainsi, pour accorder à une troupe les autorisations de se produire en public, faut-il être déclaré et proposer un répertoire autorisé, c'est-à-dire passer par la censure et par la Comédie Française. Comprenons bien que le privilège garantissant les tournées réservées est celui d'être déclaré comédien du roi. Les troupes ainsi composées sont protégées des grands comme les ducs de Gramont dans les Pyrénées-Occidentales. Le titre de comédien du roi est quelquefois usurpé, car il est gage de résidence autorisée et d'invitation à se produire. Les troupes royales détiennent ainsi le monopole. Jouer est un privilège accordé par les autorités provinciales. Donc il y a le roi et puis il y a les autorités provinciales. Pendant le XVIIIe siècle, les autorités provinciales qui se concurrencent délivrent ou non les autorisations. Par exemple, en Béarn et à Pau, ce sont les officiers municipaux qui soumettent les troupes à autorisation par traditions et forts. Par traditions et forts. Les arrêts du Parlement de Navarre peuvent prévaloir. Le duc de Gramont, c'est celui, peut-être là on interdit. Mais on peut, non, c'est pas de tout, c'est qu'on est autorisé, donc. En 1777, le marquis de Jasse et d'autres parlementaires constituent même une association d'actionnaires pour recruter une troupe de leur choix pour la saison. Mais c'est le corps de ville qui règle théâtre, bals et concerts. Ça va ensemble. Théâtre, bals et concerts. Parce qu'il suffit dans des théâtres d'enlever le plancher pour avoir un lieu de bal, et comme on a l'orchestre souvent prévu, donc il n'y a pas trop de problèmes, ce sont des salles modulables, afin de surveiller, de censurer des pièces proposées par les troupes, et de veiller aussi et surtout à la sécurité publique. Les affiches et les placards portent la permission des autorités. Plus étonnant, les règlements pèsent bien sûr sur l'engagement des troupes. Voilà ce qui est dit dans certains règlements. Jours et heures de représentation sont mentionnés, 2 chaque jour, à 5 heures du soir et à 8 heures du soir. Obligation de 4 ou 5 répétitions par semaine le matin. Le programme des séances est strictement défini. Une tragédie ou un drame, une comédie, puis un opéra comique ou un vaudeville à ariette et couplé. Ça, c'est une représentation. Vous comprenez que quand vous êtes debout et que vous en prenez pour 5 heures, vous en demandez un peu. Enfin, voilà. Les chandelles constituent également, font partie des règlements très stricts. Les chandelles constituent un des fondamentaux du spectacle et de la préoccupation sécuritaire. Elles déterminent le découpage des pièces en actes et donc de la durée de la représentation. Les règlements du XVIIIe siècle disent qu'elles durent 5 heures, mais qu'elles doivent régulièrement être émouchetées pour éviter tout enfumage de la salle. La salle du théâtre de la rue Saint-Louis est en bois, comme beaucoup de ces salles héritières du jeu de paume. La salle future de la rue Tran est construite en dur, celle dont on a vu la photo. Le problème de l'incendie constitue la principale préoccupation des jurats. Dans un inventaire de 1813, des décors et accessoires se trouvant au théâtre de Pau, celui de la rue Tran, donc celui qui est en dur, eh bien, nous découvrons plusieurs objets en relation directement. Ainsi, il y a 6 bobèches en fer blanc, un quinquet à 6 becs pour l'intérieur de la salle, avec poulies et cordes, le tout neuf. 16 lampes à bec en fer blanc pour le corridor. Un réverbère pour le vestibule, avec sa lampe caisson pour lire. Le rapport avec les chandelles s'inscrit dans l'histoire des techniques d'éclairage du théâtre. Un quinquet est une lampe à huile inventée par M. Quinquet, donc ça porte son nom. C'est une lampe avec un réservoir et un petit mécanisme
pour nuancer la lumière. Un quinquet masqué du côté du public pour éviter l'aveuglement. Le quinquet remplace les chandelles et surtout à partir de 1786 au théâtre en dur de Pau. Le théâtre de la rue Tran en a été équipé dès son inauguration. Évidemment, le théâtre utilise le feu, joue avec le feu. L'inventaire de 1813 recense la chose suivante. Il y a 4 cuviers servant de réservoir, tant sous le théâtre, c'est-à-dire la scène, qu'au-dessus, avec le panier nécessaire en osier, garni de toiles imperméables en cas d'incendie. Ne pas dire corde au théâtre, qui signifie l'incendie. Quand on dit corde, ça veut dire, allez, on tire, enfin on appuie. Donc, on déverse de l'eau. L'eau est déversée non pas pour éteindre, mais tout simplement pour permettre d'évacuer les gens et de faire une séparation mouillée entre le théâtre et la scène. Les comédiens à Pau, pendant le XVIIIe siècle, ont interprété tragédies, drames, comédies et opéras comiques issus du répertoire autorisé. La plupart des œuvres sont connues, souvent contemporaines, et figurent aujourd'hui au registre du classique. Les comédies de Molière semblent être appréciées. Alors on a l'Avare, plusieurs fois, Le médecin malgré lui, Les femmes savantes, Les fourberies de Scapin, et puis la comédie Turcaret, ou Le financier de Le Sage. Il s'inscrit dans la ligne molièresque, mais il est joué plusieurs fois. Il remporte même le succès qui était prévu. Marivaux, avec Le jeu de l'amour et du hasard, comédie grinçante. Elle satisfait les spectateurs qui ne se lassent pas du sulfureux Beaumarchais, que l'on donne plusieurs fois, dans les années 1770-80, avec Le barbier de Séville, et le drame en 5 actes moins connu, Eugénie. La tragédie de Racine, Athalie, elle est courue et prisée. Les spectateurs palois connaissent également Voltaire, peu comme philosophe, un peu quand même, essentiellement comme auteur de tragédies qu'ils écoutent, et ils apprécient Zahir et la fameuse La Mérope française, qui inaugure le nouveau théâtre de la place Gramont le 26 avril 1786. Et c'est Mademoiselle Saint-Val aînée qui a le rôle éponyme et qui triomphe en province alors qu'à Paris elle est en exil. Le souvenir de son passage à Pau reste gravé, on en parlera à la fin, des années après dans la mémoire des contemporains. Les opéras comiques sont donnés à Pau aussi pendant le XVIIIe siècle, de Philidor, le maréchal Ferrand, Rose et Lucas de Monsigny, la servante maîtresse de Pergolèse, Sylvain de Grétry, etc. Que savons-nous des gens de théâtre qui vinrent à Pau au XVIIe siècle? L'étude la plus ancienne, c'est René Ancely, dans les années 1950. Il se fonde sur des sources judiciaires et nous renseigne sur les troupes et leurs directeurs au XVIIIe siècle. Celle de Jean Robert en 1971 interroge les minutes notariales et nous offre pour le XVIIe siècle une vision plus intime, quotidienne. Dans tous les cas, apparaît une profonde distinction entre les comédiens de foire et les comédiens du roi. La différence entre les deux catégories, qui se concurrencent peut-être au niveau de la quantité du public, repose sur le monopole du répertoire, qui oppose ceux qui sont autorisés à pratiquer leur art et les autres. Les comédiens de foire sont peu à peu, et depuis 1710, soumis à des règlements très stricts et à des interdictions préjudiciables qui les empêchent, par exemple, de dialoguer. Ils n'ont pas le droit de dialoguer. Ils n'ont pas le droit de chanter. Puis, chaque fois, ils détournent le règlement, bien sûr, pour inventer de nouvelles formes. Un seul acteur sur scène qui reçoit la réplique de la coulisse. Puis, ils mêlent des passages chantés à la comédie parlée. Ils font chanter les spectateurs sur l'air d'eux, en disant, on les fait répéter, on les fait chanter. Ils utilisent des marionnettes. Ils n'hésitent pas à mimer les situations. Ils jouent sur les cordes, d'où les funambules, quand monter un théâtre n'est pas autorisé. Ils sont donc victimes du fameux monopole dont bénéficient les comédiens du roi. Les opérateurs ou les bateleurs, qui reprennent en fait les traditions de la farce, proposent aussi des services médicaux, tant qu'à faire, et des produits miraculeux à la criée.
Pierre Jomard est à Pau en 1625 avec sa troupe. Il obtient une autorisation provisoire du corps de ville. En 1754, les sauteurs, danseurs et voltigeurs du sieur Coleman et la troupe des joueurs de violon du sieur Bastingori règlent un litige pécuniaire devant le corps de ville de Pau qui exerce son droit de basse justice pour se produire à l'hôtel de ville de Pau et jouer des petites pièces de comédie et scénettes merveilleuses. Les montreurs des grandes marionnettes de la foire de Saint-Germain requièrent la permission de messieurs les magistrats. Les comédiens du Monopole qui jouent à Pau viennent de Bayonne, de Bordeaux, de la région toulousaine, par coche ou coche d'eau. Leurs hardes et accessoires sont voiturés suivant les itinéraires et routes habituels aux tarifs normaux. Ils appartiennent à la petite bourgeoisie instruite, relativement modeste, sans être misérables. Leurs origines familiales sont des pays de langue d'Oil ou du nord de la Loire. La constitution des troupes dépend des directeurs, femmes ou hommes, en fonction des programmes, et semble-t-il d'un modèle élémentaire qui permet d'interpréter tous les registres, quitte à compléter certains emplois par des embauches ponctuelles. Il existe souvent un groupe de base familiale ou d'ancienne existence, peut être créé à Paris pendant le carême, période d'interdiction des représentations. Le carême à Paris est un véritable marché aux comédiens. Le marché donc s'y tient tous les ans pendant cette période. À Pau, des troupes de comédie jouent en 1669, 87, 89, 1712. Il y a une quarantaine de personnes en tout. Puis pratiquement tous les ans depuis 1717 jusqu'à la fin du siècle. Cela témoigne de la vitalité de l'art dramatique pendant cette période, et en particulier pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, y compris les périodes de crise qu'a connu Pau à ce moment-là, crise des parlements et la Révolution française. Les saisons théâtrales s'étendent pendant toute l'année, à l'exclusion, on l'a vu, du carême, mais débutent en général au mois de janvier avec l'ouverture des séances des États de Béarn. Les gages et les cachets des comédiens augmentent pendant tout le XVIIIe siècle, mais le poids de la fiscalité les empêche de s'enrichir. Ils connaissent cependant succès et honneur. Ils sont les vecteurs de la diffusion des idées de l'absolutisme, d'abord, de la catharsis ensuite, des philosophes enfin. Nous savons également que plusieurs troupes connaissent la déconfiture financière, empruntent, se disloquent, se chamaillent par mésentente salariale. D'autre part, n'oublions pas que les contrats portent sur des gages annuels, saisonniers, mensuels ou au cachet. Ils dépendent à la fois du succès de la saison et donc des entrées et bien entendu des emplois et renoms. Voilà les emplois au théâtre. Les emplois varient selon les fonctions. Les types tragiques comiques, premier rôle, premier caractère, rôle à manteau, vieillard, jeune ingénu, on peut être une jeune ingénue jusqu'à sa mort, très vieille, harlequin, père noble, etc. Les chiffres que nous proposons donnent simplement un ordre d'idée entre 1774 et 1780. Par exemple, De Villepré, de la troupe Lefebvre-Pitreau, qui vient à Pau, tient les premiers rôles en chef ou en partage, dans le tragique ou le comique, pour, dit-on, 150 livres tournois. Le chiffre me semble un peu faible. Par mois, en 1777. Bomigny, le premier rôle, touche 4000 livres tournois. Chez Dorbigny, voilà une livre tournoi. Une première soubrette reçoit 3000 livres tournois. Une première duègne, 2200. Un premier caractère et confidente touche 1100. Et un souffleur reçoit 600 livres tournois. Et alors, le souffleur, voilà, on sait depuis des études récentes faites sur les manuscrits des souffleurs de la Comédie Française, le rôle fondamental qu'ils ont joué. On connaît aujourd'hui le rôle d'importance du souffleur, qui non seulement recopie les textes pour les distribuer, c'est lui qui est chargé de recopier les textes pour les distribuer aux acteurs, il n'y a pas de photocopie à l'époque, pour les comédiens, mais également les guides selon les didascalies des auteurs. C'est lui qui fait répéter les acteurs. Il faut attendre le milieu du XIXe siècle pour voir apparaître une première forme de metteur en scène non spécialisé. Au XVIIIe, le comédien, selon son emploi qu'il garde à vie,
connaît les déplacements et les postures de ses personnages, ainsi que ses entrées et ses sorties. En fait, le souffleur ne fait que lui dire « c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi », et la personne qui occupe tel emploi sait à quel moment il rentre et sort. Dit son texte, bien sûr, c'est le but. Enfin, une saison paloise en 1775, saison donc cette année-là d'avril à juillet, soit 88 jours, donc 62 représentations, rapporte plus de 10 354 livres, une moyenne de 117 livres par jour, mais il faut payer les gages, les frais généraux, les taxes et autres frais. Musiciens et danseurs professionnels reçoivent gages et finances analogues. Pour conclure cette première partie, nous retiendrons que le théâtre à la française connaît un réel succès à Pau comme dans tous les milieux urbains au XVIIe et XVIIIe siècle, qu'il met à la disposition d'un public représentatif des trois ordres de cette société d'Ancien Régime, les grands auteurs autorisés, grâce aux troupes professionnelles et aux tournées saisonnières qu'elle propose. Mais il n'est du grand art que sur un théâtre ou dans une salle de théâtre. Ouh, ça fait peur. Alors, nous allons changer. Voilà, ou dans une salle de théâtre, et nous allons voir à quoi ressemble une salle de théâtre à l'époque, d'après cette maquette. Voilà, il s'agit d'une maquette représentant le théâtre à l'Hôtel du Marais au XVIIe siècle. Voilà ce que le public, qui est probablement ici sur l'amphithéâtre, puisqu'il est à peu près au même niveau que le plateau, voilà ce qu'il aperçoit. Et encore, il faut savoir que toute cette région-là ne reçoit pas de lumière, que la rampe est uniquement ici. Alors, les caractéristiques du théâtre à la française, donc on le voit ici, quand les confrères de La Passion ont établi l'Hôtel de Bourgogne, eh bien, ils ont pris comme modèle le jeu de pommes, ou le tripot, ou le pommier, comme on l'appelle à l'époque. Et c'est l'Hôtel de Bourgogne et l'Hôtel du Marais qui deviennent les prototypes imités à peu près partout. Alors, une salle de théâtre est donc formée par un étroit rectangle de près de 15 mètres par 32, je dis mètres à l'époque, évidemment, ce n'était pas du tout des mètres, et il s'élève à 8 mètres de haut à peu près. La scène occupe près d'un tiers de la surface, elle fait environ 1,90 m de haut. Vous voyez le personnage qui est un spectateur, quand vous êtes tout à fait devant, vous êtes comme ça. À son pied s'étend un large parterre, à même le sol. Ici, il est plat à l'époque encore, pour un public exclusivement debout. Et au fond, donc, des degrés. Et un amphithéâtre très éloigné de la scène. Alors, voilà ce que l'on voit quand vous êtes sur scène. Voilà une maquette. Et voilà ce qu'on appelle l'amphithéâtre. Voilà. Là, ce sont les loges. Première loge, deuxième loge. Ici, bon, là, il y avait des loges qui couraient. Et le parterre est ici. L'amphithéâtre est là. Vous voyez que si vous êtes tout à fait en haut et là, vous ne voyez pas grand-chose. Voilà. Alors, à Pau, dans les fossés du château, il y avait bien 2 jeux de pommes, mais on ne sait pas s'ils ont été utilisés. Par contre, nous affirmons qu'il y avait plusieurs lieux officiels de comédie à la française au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, le collège des Jésuites. Alors là, on va voir où ils sont situés. Où ils sont situés, pour voir les principaux endroits où nous avions. C'est là. Voilà. Alors, le collège des Jésuites, on ne le voit pas, justement, il est par là. Justement, ça tombe très bien, il est très loin. Voilà. Alors, c'est le lycée Louis Barthou actuel, que tout le monde connaît. Alors, il a été construit, fondé à peu près vers 1645-6, c'est marqué sur la façade principale. Et il y a là une salle de tragédie qui constitue l'outil pédagogique d'excellence pour une éducation masculine élitiste, éducation à l'éloquence. Un érudit du XIXe siècle qu'il a peut-être connu transformé, peut-être s'est-elle maintenue, probablement, nous apprend que la salle est constituée de la scène, le semblant de coulisses,
le parterre et les galeries. Voilà qui reprend les galeries, c'est-à-dire les galeries, comme on appelle en Béarn, à savoir les balcons, les loges. Plus loin, il nous parle après d'un manteau d'arlequin, orné de la devise du Collège royal où descendait un rideau. Ça, c'est plutôt des ajouts de la fin du XVIIIe siècle. Voilà. À la halle ensuite. Alors la halle, c'est ça. La halle est là. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la place Reine-Marguerite, à condition d'enlever les arcades et les immeubles qui sont dessus. Vous enlevez tout ça, donc vous avez quand même un espace assez vaste. Vous mettez un bâtiment probablement en bois, avec dessous se tient le marché, et dessus il y a le théâtre. Voilà. Alors cet espace existe depuis 1620. Pendant une dizaine d'années au moins, de 1717 à 1727, s'y tient le théâtre à l'étage. Ici encore, les autorisations du corps de ville nous livrent de précieuses indications. Une troupe de comédiens du roi reçoit l'autorisation, et là c'est très intéressant, pour accorder la permission de construire leur théâtre, c'est-à-dire monter leur plateau et l'aménager, sous les offres qu'ils font d'étayer les planchers pour la sûreté publique et de faire les menues réparations aux planchers de la salle. L'un, c'est les planchers au pluriel qu'on étaye, et l'autre, c'est le plancher de la salle qu'on répare. De même en est-il, en 1727, on retrouve les mêmes demandes pour une autre troupe. Comprenons qu'étayer les planchers correspond à consolider les galeries suspendues. Comprenons que le plancher de la salle correspond à celui du parterre. Voici donc une autre salle à la française. À l'hôtel de ville de Pau, il y a une salle de théâtre aussi. Ici, alors c'est aujourd'hui une petite placette et il y a le restaurant Le Dauphin avec une petite fontaine, etc. Ben là, se trouvait à cette place donc l'hôtel de ville de Pau. En 1731, dans l'hôtel de ville de Pau, il y a ce qu'on appelle la salle du Sénéchal. Alors c'est une salle également où est rendue la justice municipale. Alors un spectacle est censuré d'ailleurs et interrompu parce que l'on sait que la salle est aménagée pour monter le théâtre et organiser des bals. La hauteur cependant n'excède pas 3 mètres. Donc c'est très très bas. Mais on sait qu'il y a des galeries. Donc des galeries qui seraient un petit peu plus surélevées que le parterre mais qui marqueraient une limite. Alors on se pose la question de savoir pourquoi des galeries là, mais quand on regarde les palais de justice de l'époque, et notamment les lits de justice du roi, on se rend compte que ça se passe dans un angle, mais que tout le long du mur, à peu près à la même hauteur, courent des galeries. Voilà, donc on n'est pas étonné que la présence de galeries montre, en plus c'est un palais de justice, donc c'est comme ça. Ensuite il y a dans la rue des Cordeliers, qui est la rue la plus ancienne, une des plus anciennes de Pau, la plus ancienne étant la Grande Rue, mais la rue des Cordeliers avec l'Académie, parce qu'il y a l'Académie royale des sciences et arts, rue des Cordeliers, dans un bâtiment de 2 étages. Le rez-de-chaussée est constitué par une grande salle rectangulaire de 10 mètres par 8. Elle est aménagée, dit-on, pour recevoir un théâtre permanent avec des galeries réservées à l'élite. Ensuite, pas très loin, il y a la maison Claverie. Elle est par là, vers chez Pétron. Je regarde pendant la guerre et avant-guerre. Et alors là, ça ne s'appelait pas Pétron, mais ça s'appelait chez Monsieur Sorberio. C'est la maison Claverie. Également dans la rue des Cordeliers. Alors lui, c'est une salle privée, plus populaire, qui reçoit les voltigeurs et danseurs de cordes de Coleman. La hauteur de la salle devait être importante, pour pas qu'ils s'écrasent contre le plafond. Alors, nous allons maintenant voir le Théâtre Saint-Louis. Alors, le Théâtre Saint-Louis, oui, où est-il? Eh bien, il est là. On ne le voit pas. Il ne le voit pas. C'est encore... voilà. Mais il est là, je vous l'assure. Alors, on va voir le Théâtre Saint-Louis. Le Théâtre Saint-Louis, on va voir ce qu'il en reste. Parce qu'il en reste quelque chose aujourd'hui. Le suspense est à son comble. Meubler le suspense. Il n'est pas là. Il va apparaître, oui. Il va apparaître. Il faut que je me rapproche. Et oui. Et voilà. Et voilà. On est allé la rue Saint-Louis. Qu'est-ce qu'on regarde dans la rue Saint-Louis? Eh bien, on regarde
le derrière, entre guillemets, de la mairie de Pau. C'est le derrière de la mairie de Pau. Et vous voyez, avec des contreforts, regardez, c'est une église. C'est une ancienne église qui s'appelait l'église Saint-Louis, qui n'a jamais été achevée parce que les Palois sont rats pour ce qui concerne les choses de la religion et surtout les choses de la monarchie absolue, puisque la place royale où il y avait une statue de Louis XIV, ils se sont empressés de la fondre au moment de la Révolution, ils détestaient cette statue d'ailleurs. Maintenant ils ont mis Henri IV, mais là elle est, ça va, un peu sucre d'orge. Et il reste donc de cette église qui n'est pas achevée, qui n'a jamais été achevée, eh bien il reste le chevet, dans lequel se trouve le théâtre Saint-Louis actuel, et se trouvent les contreforts. Vous voyez, ces contreforts. Eh bien, c'est ce qui reste du théâtre. On va le voir. À condition que je le retrouve. Voilà, regardez ici. Voilà, contrefort de l'église Saint-Louis. Par conséquent, on voit bien que le théâtre est construit contre, vous voyez, ici il y a écrit mur de l'église Saint-Louis, et ici il y a écrit la rue Saint-Louis. Voilà. Donc, en 1758, les jurats autorisent un directeur de troupe de Perpignan, le sieur Pat, à installer une cabane en planche. Alors voilà, on emploie souvent le terme cabane en planche ou baraquement, ou baraque. Voilà. Appuyé contre le mur de l'église Saint-Louis qui est inachevé de la place Royale. Il s'agit d'un théâtre en bois, ce qui peut souligner son caractère provisoire, qui fait l'objet de toutes les attentions municipales et souvent contre l'avis de messieurs les parlementaires qui rouspètent toujours. Plusieurs destructions, constructions successives semblent montrer que ce théâtre est démontable, modulable, aménageable, souple. La construction de bois n'a rien d'étonnant. En 2016, pendant la restauration de la grande salle de la Comédie Française, un théâtre éphémère en bois de 746 places est construit en 4 mois dans les jardins du Palais Royal. Et il a été vendu, au lieu d'être gardé, il aurait pu nous le vendre d'ailleurs ici, en pièces détachées à Vienne, en Autriche, où ils l'ont remonté. Le Globe, à Londres, c'est du théâtre en bois. Pendant plus de 25 ans, ce théâtre Saint-Louis reçoit des troupes de comédiens en résidence ou en tournée, ainsi que toute la société en spectateurs. Il s'agit d'un petit théâtre à la française, comme l'indiquent les projets d'amélioration et de reconstruction. Dans les années 1780, il devient l'objet de critiques souvent violentes de la part de cette même société. Celle-ci dénonce la vétusté de la salle, sa fragilité, remarques relayées et appuyées par les historiens des 19 et du 20e siècle. Tout le monde dit « Ah, Pau n'avait pas de théâtre digne de ce nom ». Ça, c'est la formule que l'on retrouve chez beaucoup d'historiens jusqu'au XXe siècle. En réalité, l'architecture théâtrale est intégrée au plan urbanistique des villes de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Pau ne veut pas rester à l'écart de ce mouvement général urbain. Un nouveau quartier mondain et spéculatif est en projet. Il s'agit de la future place Grammont, où le théâtre y aurait toute sa place. Et les gens qui critiquent le théâtre à la fin du XVIIIe siècle, en fait, c'est parce qu'ils demandent la création d'un théâtre digne de ce nom, dans un lieu moderne, pour eux, aménagé, et où il n'y a pas trop de parterre, en fait. Le théâtre en bois de 1758 s'appuie contre le mur est de l'église inachevée Saint-Louis. Il s'insère également au chevet de celle-ci, intègre un de ses contreforts. Il est bordé, comme je l'ai montré tout à l'heure, par la rue Saint-Louis. Alors, la construction fait 26 mètres de long. Tout ça, de là à là, 26 mètres. Soit 6 mètres de moins que l'ancien hôtel de Bourgogne parisien. Donc, il ne faut pas imaginer que c'est misérable. Le constructeur est palois, il s'appelle le sieur Berdoula. Et en même temps, il exploite la salle, pour lui. Quelque temps après, des comédiens d'Auch obtiennent des améliorations du théâtre, et le sous-ingénieur Jolivet se fait remarquer par la qualité des décorations qu'il propose. Pendant les années 70, 2700, le théâtre est de nouveau rénové, peut être simplement chaque fois mis au goût des jours et des troupes. Ainsi, le sieur Baron, rien à voir avec le baron de Molière, l'exploite pendant 6 ans, ce qui nous fait 1786. Vous voyez, on arrive vers la Révolution. L'exploite pendant 6 ans, il reçoit l'autorisation de vendre des rafraîchissements et de donner des bals.
Malgré les recommandations du Parlement, la troupe Lefebvre-Pitot, qui succède à Baron, obtient l'appui du corps de ville pour sauver la saison 1777 et celle de 1779. Finalement, le théâtre demeure au moins jusqu'en 1786. Le théâtre à la française, la comédie en bois, nous est connu grâce à ce plan, qui est un plan d'amélioration proposé par l'ingénieur géographe Moisset vers 1777. Il s'agit d'une salle de spectacle au lieu et place où elle est avec les distributions, c'est marqué là, et augmentation dont le local est susceptible. Et Moisset est parti de l'existant. Donc nous ne pensons pas que l'amphithéâtre proposé, alors quand on regarde l'autre plan, parce qu'il a fait 2 plans, voilà, vous voyez, ici il y a 2 endroits qu'il n'a pas marqués. Ce petit carré ici, en fait, quand on l'ouvre, on voit l'amphithéâtre. C'est donc une proposition. Et ici également, il a caché donc les loges, etc., ce qui était déjà l'existant et qu'il veut améliorer. Que dire? Bon, mais que dire de plus? Celui-là, ce n'est pas le théâtre réel de Pau, c'est à partir de ces propositions, de ces aménagements proposés par Moisset que l'on peut deviner ce qu'était le théâtre ou les théâtres antérieurs. Donc, le parterre, l'orchestre séparé, etc., etc. Nous passons parce que vous allez vous endormir. Réalisé ou simplement virtuel, cette construction de bois présente les caractéristiques tardives, on va dire, d'un théâtre à la française, fait pour des spectateurs auditeurs dont l'écoute et la vision n'intègrent ni dispositif frontal, ni perspective. Ce théâtre est fait pour des adresses au public et non pour des jeux d'acteurs naturels que l'on dirait véritablement aujourd'hui véristes, proches de la vérité. Plusieurs projets de salles nouvelles sont alors proposés aux instances décisionnelles. Alors, place de D, donc on a place Royale, mais on n'a pas le temps de revenir là-dessus. Place Royale, pas très très loin vers le château, vous avez l'église Saint-Martin actuellement, et dans un contrefort là, presque en face de chez Artigared, qui se tortille, ça s'appelle la place de D, là, à l'époque, sous l'Ancien Régime. Et bien sur cette place de D, donc, il y a un ingénieur qui fait une proposition de théâtre. Ensuite, l'Académie royale qui tombe en ruine parce que les académiciens sont vieux, meurent, et personne n'est là pour reprendre leur local. Donc, il propose de prendre le local, de moderniser celui-ci. Et puis, finalement, ce monsieur s'appelle Greny. Alors Greny part du constat réel des problèmes visuels, et c'est la première fois au moment où on propose que l'on évoque tout ce qui ne va pas dans la salle à la française pour l'époque. D'abord des problèmes visuels posés par les loges courantes parallèlement au parterre ou contre les murs. La gêne causée également par les piliers. Vous voyez ici, ça c'est des piliers. Et c'est des piliers qui séparent les loges. Alors il y a des piliers, mais séparant les piliers, parce qu'on ne mélange pas les gens, les familles, les clans, on a des barreaux et on a des sortes de grilles qui empêchent donc les gens en principe de se voir. Les barreaux séparant les loges. Les soucis phoniques aussi. C'est la première fois qu'on parle des soucis phoniques. Et le problème ici, c'est l'écho des voix avec les vibrations. Voilà. Alors, Greny donc propose une avant-scène qui place les acteurs carrément au centre de l'espace, au centre du parterre. Voilà. Ici, donc, il placerait l'avant-scène à la place d'ici. Mais on voit que Greny, ce n'est pas des inventions, ce n'est pas un barjot. Il a déjà vu la nouvelle salle de l'hôtel de Bourgogne à Paris au XVIIIe siècle, à la mi-XVIIIe, et il a vu qu'effectivement, on avait avancé le dispositif jusqu'au milieu du public, jusqu'au milieu du parterre. Vous voyez que si on empiète sur le milieu du parterre, on en exclut
les classes les plus laborieuses, on va dire. Alors finalement, ce qu'il faut, c'est un nouveau théâtre, et c'est la future place Grammont qui fait la part belle au théâtre des Lumières. On va voir pourquoi c'est le théâtre des Lumières. Alors les temps changent, et une fabrique novatrice du théâtre est en marche. L'heure de la proto-mise en scène sonne en Europe dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ce n'est pas qu'à Pau, ce n'est pas qu'à Paris, c'est partout en Europe où l'on se pose le même type de problème. L'invention de la mise en scène vers la fin du XIXe siècle se prépare dès le siècle précédent, quand le théâtre cesse d'être un art de la parole strictement. La fonction de l'acteur se focalisait autour du rendu du texte, devant des spectateurs qui étaient peu à l'écoute, qu'il fallait intéresser par des réparties, de bons mots, voire des sons. Le baron de Molière était célèbre parce qu'il invectivait le public et il forçait le public à l'écouter. Des artistes apportèrent des modifications d'interprétation à leurs personnages, très légères au départ. Modifications par exemple dans la posture. Tiens, cette reine n'a pas un port de reine, du moins comme on l'a joué il y a encore quelques mois. La démarche, une actrice qui change la démarche d'entrée de la reine et qui rentre selon elle comme une reine et non pas selon les conventions du théâtre à la française. Le costume, et plus encore dans la déclamation de moins en moins solennelle, plus modérée en fonction du genre de pièce. Le vérisme est en train de s'inventer dès qu'un personnage prend place, par exemple, sur un accessoire de son époque. C'est Beaumarchais. Beaumarchais, dans Le mariage de Figaro, alors là, il utilise le fauteuil. Alors, Molière, avec le fauteuil, il est mort dans un fauteuil d'ailleurs, justement dans ce fauteuil-là. Mais par contre, dans Le mariage de Figaro, c'est le fauteuil qui devient un objet scénique fondamental, puisqu'on y planque Chérubin, qui fait sa déclaration à la comtesse, et il se trouve que le comte arrive à ce moment-là, vite ciel, mon mari, hop, on le planque dans le fauteuil et on le met, on le recouvre. Donc c'est l'une des premières fois où on met en scène un objet de cette manière-là pour servir à la vérité que l'on veut montrer. La représentation gagne déjà du terrain relativement au texte de théâtre. Elle peut montrer et faire vivre des situations, ce qui au théâtre à la française était inutile. La représentation devient un art autonome à partir de 1750. Exemple, Voltaire et le comédien Lequin ou la comédienne Mademoiselle Clairon. Ils travaillent ensemble à Ferney, parce que Voltaire, il n'a pas le droit d'aller à Paris. Ils répètent ensemble, ils suggèrent ensemble. Les débats entre comédiens au sujet de l'interprétation, de la déclamation, opposent donc les anciens aux modernes. Mademoiselle Duménil fait l'admiration de l'anglais, le comédien Garrick, contre Clairon, Mademoiselle Clairon, et Adrienne Lecouvreur. Alors là, on commence à parler de la starisation, des personnes qui se font remarquer parce que dans leur jeu, c'est révolutionnaire ce qu'ils proposent. Et alors on passe à ce jeune Talma, de la génération suivante, le Talma en question, qui récupère les innovations de ses aînés et qui devient le coach communication de Napoléon Ier. Alors voyons par exemple Monsieur Lequin, ou Lequin, je n'ai jamais trop su dire, mais il est français. Alors, vous allez voir, Monsieur Lequin, il est intéressant parce que les révolutions ne sont quand même pas vraiment des révolutions. Le voilà, Hippolyte. Alors, il s'agit ici d'une orientalisation du costume de scène de Monsieur Lequin. Lequin interprète une scène orientale, et voilà comment il a orientalisé son costume. Alors, l'orientalisation ici, c'est quoi? C'est de la coiffe, le décolleté avec le truc des panthères, là. Et puis, voilà. Ça, ces plumes, ça n'a absolument rien de révolutionnaire, puisqu'à l'époque, les héros sont montrés par des plumes. Vous ne croyez pas?
Et celui-ci, mais celui-ci, il est un peu plus antérieur. Eh bien, voilà. Voilà. Alors ici, vous voyez, là, c'est plutôt 1720-30. Hein, voilà, vous voyez la caractéristique ici. Alors, dans les théâtres parisiens, ils ont interdit là, une certaine hauteur de plume, parce que comme ils mettent des petits lustres en hauteur, souvent les plumes brûlent. Et donc, ils préfèrent réduire la hauteur des plumes. Parce que plus vous étiez un héros remarquable, et que vous vouliez vous faire remarquer, plus vous montiez la hauteur des plumes. Ne riez pas, parce que vous allez en voir à peau des plumes. Je vous en montrerai. Diderot, jette les bases théoriques pour penser ce nouveau théâtre. Jouer le sentiment sans le vivre. Tel est pour lui le paradoxe sur le comédien. Pour Voltaire encore, le spectacle de théâtre est un art global. La pensée théâtrale est un tout. Il convient d'obtenir un effet unique sur le spectateur, d'où le mener à voir selon un même point de vision. Faire comme si la scène était un quatrième mur invisible. Et voilà que le quatrième mur, tant haï au XIXe siècle ou surtout au XXe siècle, est à l'époque une invention révolutionnaire. La proposition architecturale la plus propice à toutes ces innovations est une adaptation du théâtre à la française, à savoir le théâtre à l'italienne. Et alors je vous ai porté le plan, ça c'est je vais me remercier 1000 fois. Quand vous allez voir ce plan, c'est le plan du Grand Théâtre de Bordeaux. Voilà, on dirait une glace, effectivement. Alors, il faut savoir que les gens rentrent par là, vous voyez. Ici, on arrive dans la scène, dans la salle, je veux dire. Là, c'est les balcons, etc. Là, c'était l'ancien parterre, il s'appelle toujours le parterre. Et ici, nous avons la scène. Alors, la proposition architecturale, donc la plus propice, c'est celle-là. Voilà un type même de scène à l'italienne. La plupart des villes de France, c'est Lyon qui a commencé, mais Pau, 1786, inaugure le théâtre de la place Grammont. Et bien Lyon, c'est 1756. Vous voyez, c'est pas très, par rapport au temps, on n'est pas très en retard, quoi. Hein. Et Bayonne, c'est 1820, ou enfin, c'est encore... ils en sont encore... Et voilà, d'ailleurs. Et surtout, Bordeaux. Alors ça, c'est le grand théâtre de l'architecte Victor Louis, qui devient le modèle absolu de ce type de théâtre à l'italienne. Alors, ça répond donc aux soucis esthétiques de l'accueil du public, des trompe-l'œil, des machineries spectaculaires et aux nouveaux jeux plus vrais des acteurs qui jouent entre eux pour crédibiliser l'action. Donc, avant, l'acteur jouait face au spectateur, il avait intérêt parce que les spectateurs lui menaient la vie dure, et maintenant, eh bien, le spectateur, il n'a qu'à regarder derrière son mur invisible, et nous, on s'adresse à nous pour la véracité de l'action. Le spectateur est installé en face de la scène, bien séparé par un cadre de scène, une véritable architecture de rideaux, frises et tissus, qui rejette le spectacle et l'illusion en fond de théâtre. Voilà, tout à fait en fond de théâtre. La salle à l'italienne se compose de parterres avec des baigneuses, des loges, balcons en demi-cercle U ou ovale tronqué pour le cadre de scène. Le théâtre est surélevé, enfin la scène, elle monte progressivement vers le lointain, elle est ouverte sur les coulisses par des pendrillons. En perspective, la scène est une cage de tissu et d'illusions. Et c'est comme ça que nous avons la chance d'avoir à Pau un plan extraordinaire qui nous montre le plan de ce théâtre. Alors le plan extraordinaire, il faut attendre qu'il vienne, veuillez nous excuser de cette interruption. Voilà. Ah, alors il s'agit ici de la place Grammont en entier, comme vous remarquez. Alors c'est la place Grammont. Alors, vous avez, ça ne ressemble pas du tout comme ça aujourd'hui, hein, elle est rectangulaire, là elle était comme un œuf, elle avait fait un plan baroque un peu. Hein.
Alors, pourquoi est-ce qu'on construit la place Gramont? On construit parce qu'ici, il y a la rue du Pont-Neuf, qu'on appelle la rue Bordenave-d'Abert aujourd'hui, qui date du milieu, deuxième moitié du XVIIIe siècle, qui permet de franchir le Hédas et donc d'ouvrir la vieille ville sur les jardins du roi, puisque c'est les jardins liés au château de Pau. Alors, ici, donc, on a la route de Bordeaux. Ensuite, on va avoir la rue ici qui permet de rejoindre Orthès et Bayonne. Puis on va avoir cette rue ici qui permet de rejoindre Oloron et l'Espagne. Par conséquent, nous avons ici véritablement le nouveau cœur des communications de la ville de Pau, à savoir, voyez ici, Manesco, M. Manesco, hein, les frères Manesco achètent cet endroit et ils installent le relais de poste, bien sûr, puisqu'on va installer, c'est projeté de mettre ici et là comme des petits promontoires pour observer de loin l'arrivée des diligences. En attendant, il faut des sous. En attendant, ce plan ne convient pas trop. Et par contre, l'ingénieur qui invente ce plan se régale en nous faisant ça. Et ça, il y a ça aussi, c'est un régal. Voilà. Alors, la place Pro, voilà. Le monsieur qui a créé ça, il s'appelle Flamichon. Avant lui, il y en avait un autre, mais lui, il s'appelle Flamichon. Et ce monsieur Flamichon, il a des idées qui sont spéculatives avant tout, puisqu'il veut construire donc des maisons toutes modernes avec des arcades, et il veut d'abord, dans un premier temps, exploiter le théâtre qu'il propose d'installer ici, comme vous le voyez. Alors ça, c'est formidable, parce que si on met ça et si on met ça là, eh bien, on lit à quoi ressemblait le théâtre de ce point de vue-là. Le but de Flamichon était de faire de ce lieu un lieu de plaisir mondain de la ville et le théâtre, un des arts majeurs de Pau et du Royaume de France. Bon. 2 ans après l'inauguration, ce pauvre monsieur Flamichon est mort, à Jurançon, dit-on. Le théâtre français, premier élément de la future place, demeure son héritage. Alors, le théâtre français de la salle italienne Flamichon est construit ici. Il va être construit en 6 ou 7 ans et il est inauguré en 1786. La salle va devenir opérationnelle jusqu'en 1862. Du point de vue architectural, la façade côté route de Bordeaux, la voilà. La façade côté route de Bordeaux soumet au regard extérieur du public l'écriture intérieure de la salle. Ainsi, chaque partie du bâtiment est-elle soulignée par une façade identifiable, comme s'il y avait 5 corps de bâtiments différents. D'autre part, les ennuis rencontrés par l'ingénieur géographe par l'étroitesse des lieux et du terrain constructible l'ont mené à adapter la façade principale. Flamichon propose une entrée de théâtre légèrement arrondie et prolongée ici, et prolongée par un passage à colonnes vers la rue Tran. Certains Palois lui reprochent, dès l'inauguration, le long boyau de l'entrée, digne de celui d'une prison, dit-on. Ils exagèrent, mais enfin, là, regardez, c'est ça le long boyau, c'est exagéré, digne d'une prison. En fait, il ne s'agit que du vestibule, puisque la salle, elle, est une salle en U, hop, à l'italienne. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se demander, mais diable, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Alors, on va le voir. Voilà, route vers la route de Bordeaux, rue de Liège, je crois. Hein? Alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste ça. Vous voyez, c'était l'entrée du théâtre. Alors, aujourd'hui, c'est fermé, c'était sans doute fermé vaguement, mais c'était là où se rassemblait le public. Ensuite, il reste ces bâtiments. Et puis, aux surprises, il reste rien. Il reste rien. Ça a été détruit, mais on voit bien l'emplacement arrondi qu'occupaient la salle et la scène, hein, qui est sur tous ces garages aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste des choses quand même. Par exemple, et là, il ne faut pas trop féliciter la ville de Pau parce qu'elle néglige les signes extraordinaires comme celui-là. Voilà. C'est en haut de la rue de Liège. Eh bien, il y a écrit rue du Théâtre Français. Il y a quelque temps, eh bien, on pouvait le lire plus facilement parce que ce n'était pas pris dans de la peinture et il n'y avait pas eu encore ce petit câble-là. On aurait pu peut-être le faire passer là. Hein, parce que vraiment, on est là dans ce qui explique que jusqu'en 1850, ça a été la salle du théâtre. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Eh bien, il faut dire que la jauge, le nombre de places de ce petit théâtre, c'est 800 places environ. 800 places environ pour une population de 8500 habitants en 1786 et 14 000 vers 1840. La jauge est donc plus élevée que celle de l'actuelle place du Foirail. Et oui, l'ensemble est luxueux, on a des descriptions. Les banquettes des loges sont couvertes de serge rouge, les accoudoirs de peau de maroquin rouge, parce que le rouge commence à devenir la couleur du théâtre. On s'y installe comme dans un salon. Il faudrait étudier l'éclairage. On sait que l'inventaire de 1813 note qu'il y a en réserve un quinquet de 6 becs pour l'intérieur de la salle avec poulies et cordes. Le tout neuf, peut-être est-ce le fameux lustre fondamental qui éclaire la salle pendant que la scène reste allumée aussi. Tout est allumé, comme ça tout le monde se voit. Apparaissent donc dans l'inventaire tous les fameux quinquets, de la rampe, une vingtaine, et du corridor. Le théâtre, on sait, possède des hauts pour les machineries et des dessous pour entreposer les accessoires et autres plateaux et machineries mobiles. Vient ensuite la liste de décors et d'accessoires avec leurs utilités dramatiques identifiées. Les spectateurs sont séparés de l'orchestre et de la scène par un rideau d'avant-scène, un manteau d'arlequin, le tout neuf. Tous les décors sont montés en cordage, dit-on, poulies et anneaux nécessaires pour le manœuvrer. Le tout en bon état. La scène est dotée des dernières techniques. Cette salle est inaugurée le 25 avril 1786 par une troupe connue, la troupe Gaillard et du Manoir, qui est présente à Bordeaux, qui est présente à Bayonne, et la vedette, c'est Mademoiselle Saint-Val, aînée. Alors, Mademoiselle Saint-Val interprète Mérope de Voltaire, et c'est un des classiques du fameux renouveau du théâtre. Au dire de son auteur, Mérope ne pouvait s'ouvrir une salle autre que celle à l'italienne. À Pau, eh bien, elle est servie. Une anecdote fameuse est relatée par Dugène dans son livre « Le panorama historique et descriptif de Pau et de ses environs » de 1839, première édition. Dugène se fait raconter l'inauguration par des vieux palois et il raconte que la foudre a frappé le théâtre au moment où Mademoiselle Saint-Val invoquait les dieux. S'agissait-il d'un baptême divin du théâtre bourgeois? Anecdote à mettre en parallèle avec le taureau foudroyé lorsque Henri IV a été assassiné. Alors, je termine, voilà, c'est bientôt terminé. Qu'est-ce qui reste encore? Eh bien, il reste ça. Il reste ça. Il reste ça, on va le retrouver. Voilà. Juste à côté. Pim. Alors, Pau au XVIIe et XVIIIe siècle n'a rien à envier en matière de théâtre et de représentation aux villes plus importantes et moins éloignées des centres décisionnels ou économiques du temps. La vie théâtrale professionnelle y est réelle, recherchée et non pas exclusivement réservée aux élites. Le théâtre est aussi un art populaire, donc cadré et porteur des valeurs de l'époque, puisque le répertoire des troupes de passage ou en résidence propose les pièces à la mode et les auteurs classiques. Molière met au XVIIIe siècle les Beaumarchais, Voltaire, Marivaux, etc.
Pau n'est donc pas isolé ni éloigné de l'air du temps, comme l'indiquent les bâtiments qui reçoivent le théâtre, dont on discute âprement emplacement et organisation interne. Le plus remarquable se situe dans le fait très national de la persistance de la salle à la française, puis de l'installation d'une salle à l'italienne. Débats et contradictions et rebondissements illustrent ici à Pau, au fond de la province, les grandes discussions de la seconde moitié du XVIIIe siècle en France. La salle à la française s'accroche, est aménagée, peu bouleversée finalement. La salle à l'italienne s'impose brusquement pour devenir à son tour nationale au XIXe et premier XXe siècle. C'est la chronologie paloise, c'est la chronologie française. Sur le théâtre de la rue Saint-Louis, l'acteur ne peut s'adresser qu'à ses publics. Il sait que les places les plus chères sont sur scène et aux premières loges. Au parterre, un autre public ne le voit qu'en contre-plongée puisque le plateau est très élevé. Quant au public de l'amphithéâtre, sans doute aurait-il été trop éloigné. Que penser de cette salle peu éclairée, enfumée et bruyante? Le comédien déclame l'alexandrin, rythme sa musicalité, comme dans un récitatif d'opéra. D'autre part, la gestuelle est codifiée. Le costume contemporain a des tailles exubérants mais reconnaissables et tous les maquillages identiques, cérusés rouges aux yeux. Le ballet et aux lèvres. Le ballet théâtral est bouleversé par les pièces contemporaines du XVIIIe, plus réalistes, et dont le jeu interpelle les personnages, montrant l'acteur comme une image lointaine du public, derrière le cadre de scène. Les costumes s'historisent. Les maquillages s'atténuent. Les jeux sont plus subtils et non adressés aux spectateurs, mais aux personnages entre eux. C'est le théâtre des Lumières qui révolutionne le théâtre français et la salle à la comédie de la place Grammont permet cette illusion de la réalité à condition que l'éclairage puisse contribuer à cette nouvelle proposition. En 1786, à Pau, comme ailleurs, le théâtre Flamichon fait ce qu'il peut et sophistique chandelles, quinquets avec plaques de zinc, lustres et flambeaux qui demeurent en permanence. Comme dans la salle à la française et la salle à l'italienne met en apparence les publics et les rangs sociaux. Mais le théâtre mundi de l'époque baroque disparaît-il véritablement avec l'arrivée de l'éclairage au gaz et le jeu d'orgue du technicien et surtout l'invention de l'électricité? Voyons un petit peu ce qui nous reste. Il nous reste ça, ici, avec deux petites ailes sur le casque. On va le voir un petit peu mieux ici. Voyez? Alors, ça fait penser évidemment à Mercure, dans Amphitryon, le fameux sosie de Molière. Alors, nous avons ici un mascaron de théâtre, avec, vous remarquerez, il a été inclus et donc récupéré dans ce marbre gris, et donc on peut dire qu'il devait être dans ce théâtre à l'italienne quand il a été détruit. Une autre sculpture à l'angle de la rue nous permet d'en savoir un peu, d'en montrer un petit peu plus. Ici, le voilà. Alors, il s'agit ici du numéro 2 de la rue Tran, avec, là aussi, vous voyez que ça a été cimenté, que la pierre était même un petit peu trop grande. Et ici, l'intérêt, c'est que ce n'est plus le casque avec les ailes, mais vous voyez que c'est un plumeau. Et les plumes rouges du héros, là, elles ne sont pas trop rouges, elles ont passé, mais ce sont les fameuses plumes rouges de Monsieur Lequin qui ont connu un peu l'usure du temps, bien sûr, mais ce sont ces plumes qui marquent véritablement la représentation non pas d'un dieu, mais d'un héros de théâtre, d'une scène à l'italienne. Et maintenant, je vous dirai, pour terminer, je veux absolument revenir sur cette exceptionnelle image. Voilà. Voilà, regardez ici. Théâtre. Et voilà donc à quoi ressemblait le théâtre à l'italienne, l'entrée en 1850, qui a été photographiée par Charles Lecoeur, le héros romantique dont on parlait tout à l'heure. Et maintenant, j'ai envie de vous dire rideau. Et voilà. Et c'est fini. Voilà, j'étais un peu long, j'ai un peu abrégé, mais vous voyez, c'est des univers
voilà, qui sont assez entre les deux.